Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Valentin, donc expert et auditeur en traitement de la paye. Donc mon travail consiste à analyser les traitements de paye faits par l'employeur lors de litiges entre le salarié et l'employeur, qui peuvent aller au prud'homme ou même à l'amiable, s'arranger à l'amiable. Donc voilà, donc en gros, je vais analyser les payes et regarder s'il n'y a pas eu des soucis au niveau des heures supplémentaires, des traitements de maladies, d'accidents du travail, maladies professionnelles. Ça peut être également sur les CP, par rapport à la valorisation, le maintien au dixième, ou également la quantité s'il y a eu des maladies par rapport à la nouvelle réglementation européenne. On sait que maintenant on acquiert des CP même en maladie. Donc voilà, ça ce sont mes principales missions. Après, voilà, enfin, je traite d'autres soucis de paye, mais mes principales missions sont basées sur les congés payés, les heures supplémentaires, c'est ce qu'on me demande le plus. Donc je suis mandaté principalement par des avocats en droit du travail. Ça peut être également par des CSE ou des salariés directement, mais mes principaux clients sont des avocats en droit du travail. Euh, Aujourd'hui, on va parler du bulletin de salaire, sa lecture en fait, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont vraiment des difficultés à lire leur bulletin de paye. Donc, je vais essayer de vous éclairer un peu par rapport à tout ça, par rapport à la lecture tout simplement. Alors, on rentrera pas trop dans les détails, mais on parlera des grandes lignes. Donc, alors déjà, il faut savoir que ce bulletin, il y a des mentions obligatoires et interdites. Donc, les mentions obligatoires, on les retrouvera, même les mentions interdites, on les retrouvera sur l'article R3243.1 du Code du travail. Voilà. Par exemple, en interdiction, alors l'obligation, par exemple, ça va être le numéro de SIRET de l'employeur et l'interdiction, ça va être par exemple les heures de grève. On ne doit pas marquer les heures de grève. Sur le bulletin de paye, c'est interdit. Si jamais il y avait ce genre de problème, à ce moment-là, l'employeur serait condamnable à un versement d'une amende de troisième classe, soit 450 euros par mention interdite ou obligatoire. Donc voilà, donc alors le bulletin de paye, je voulais constituer l'analyse qu'on va faire, la lecture qu'on va faire ensemble du bulletin de paye, je voulais découper en 5 blocs. Donc en premier bloc, on retrouve la désignation des parties, donc l'employé, l'employeur, c'est qui, et les termes du contrat de travail. Euh, à quoi correspond le contrat de travail. En bloc 2, on parlera des éléments de paie constituant le salaire brut, donc ce qui nous permet d'avoir un salaire brut et de pouvoir définir des cotisations. En bloc 3, on parlera justement de ces cotisations et contributions sociales. En bloc 4, les éléments de paie ce coup-ci non soumis à cotisation et contribution sociale. Et en bloc 5, on finira par les différents nets. Donc le net avant impôt, net fiscal, net social et net à payer. Donc voilà. Alors le bloc 1, donc en fait la désignation des parties du contrat de travail. Donc vous voyez, je vous ai fait un petit bulletin sur Excel. Euh, voilà, bon, c'est un bulletin fait vite fait comme ça sur Excel. Ça permet de voir un petit peu tous les éléments. Alors, vous voyez, désignation des parties et du contrat. Alors, on retrouvera donc, comme je vous le disais, le nom de la société, son adresse postale, son code APE et son numéro de sirène. Ça, c'est obligatoire. Pour le salarié, on retrouvera pareil son nom et prénom, son adresse postale, son numéro de sécurité sociale. Voilà, ce qui est comme ça, on sait bien qui est qui. On aura également la période de référence du bulletin, donc c'est un bulletin en juin 2025, on va du 1er juin au 30 juin 2025. On peut avoir un matricule et la date de paiement. Pareil, si l'employeur paye le 30 juin, ça doit être indiqué le 30 juin, sa date de paiement et son mode de paiement d'ailleurs, sachant qu'au-delà de 1500 euros, il est obligé de payer par virement bancaire. Après, on va retrouver donc par rapport au contrat. Alors, on aura également la convention collective qui doit être indiquée, c'est obligatoire, hein, parce que c'est par rapport à cette convention qu'on va faire le traitement de la paye pour toutes les différentes règles. On doit comparer la convention collective et le code du travail et les éventuels accords d'entreprise et en tirer le plus favorable pour le salarié, toujours. Sauf pour les heures supplémentaires. Là, on doit se fier à la convention collective. Donc, les heures supplémentaires, quoi qu'il arrive, ce sont les majorations indiquées dans la convention collective, sachant qu'elles ne peuvent pas être en deçà de 10%. Mais le code du travail, c'est 25 au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 43e, et après 50%. Mais si la convention indique moins, il faudra prendre la convention. C'est le seul cas. Sinon, c'est tout le temps ce qui est le plus favorable pour le salarié.
Pour la maladie, par exemple, c'est, admettons, en fonction de l'ancienneté, ça va être 90% 30 jours et 2 tiers, donc 66,66 les 30 jours suivants, pourcent du salaire. La convention peut être plus favorable. À ce moment-là, on prendra la convention. Ça peut être, admettons, elle annonce 100% pendant 3 mois, à ce moment-là, ça sera 100% pendant 3 mois. On ne se fiera pas au code du travail à ce moment-là. Voilà, donc au niveau du contrat de travail, donc on va avoir le type de contrat de travail, donc CDI, CDD par exemple, la date d'entrée et la date d'ancienneté, qui peuvent être différentes si jamais un salarié est rentré le 1er janvier 1990 dans une entreprise qui fait partie d'un groupe. Elle est mutée, elle travailler à Paris, elle va travailler à Marseille. Sa date d'entrée à Marseille sera différente, mais sa date d'ancienneté restera la date à laquelle elle est rentrée dans le groupe. Voilà, après on va retrouver son emploi. Donc alors l'emploi, ça va être, je sais pas, un cuisinier, un coiffeur, peu importe, hein, son emploi. On retrouvera son statut, donc s'il est employé, ouvrier, agent de maîtrise, cadre, voilà le statut, et son niveau. Donc son niveau, il sera défini en fonction de ses tâches. Donc en fonction de ses tâches, dans la convention collective, on pourra retrouver son niveau, et son niveau, il définira son taux horaire ou différentes primes, etc., qui seront assimilées à son niveau. Ensuite, on retrouvera également ses horaires de travail, donc mensuels. Donc ça peut être, en principe, c'est 151 heures 667 parce que 35 heures par semaine multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois, ça fait 151 heures 667. On peut avoir un temps partiel, donc là on aura moins d'heures, et on peut avoir plus d'heures si contractuellement l'employeur veut mettre en place un contrat avec plus d'heures. Et à ce moment-là, ça déclenchera des heures structurelles, c'est-à-dire des heures majorées au-delà des 35 heures. Ensuite, on retrouvera donc son taux horaire ou son salaire mensuel, en fonction de si c'est un forfait jour. Si c'est un forfait jour, on ne peut pas parler de taux horaire parce qu'il n'y a pas vraiment d'horaire, même si on doit respecter un maximum d'heures pour la santé de son salarié. Il y a un taux horaire et il n'y a pas de taux horaire à ce moment-là. Ça sera, admettons, comme dans l'exemple que je vous ai pris, ça sera, admettons, 4 000 euros par mois, peu importe le nombre d'heures qu'il fait. On parle de 218 jours ou moins si conventionnellement c'est moins. Le légal, c'est 218 jours pour un forfait jour. Donc voilà, donc le bloc 2, on va parler du salaire brut. Donc là, ça va être tous les éléments qui constituent le salaire brut. Donc le salaire brut, il va permettre de définir le salaire net, après cotisation sociale et tout ça, qui seront basés sur ce salaire brut ou des tranches, etc. Mais voilà, ça permet d'avoir un salaire brut. Donc, alors, je vais remettre tout ça à zéro. Donc voilà. Donc le salaire brut, donc admettons contractuellement le salarié et l'employeur sont mis d'accord pour un salaire brut de 4 000 euros mensuel. Donc 4 000 euros si c'est quelqu'un qui est à l'heure sur 151 heures 667. Donc si on fait 4 000 euros divisé par 151 heures 667, ça nous fait un taux horaire de 26 euros 374. Donc cette ligne, elle est indispensable et obligatoire parce que ce taux horaire va permettre d'avoir une base sur toutes les différentes majorations, sur les absences, sur tout ce qui suit, tous les éléments variables de paye vont être liés à ce taux horaire, enfin la majorité. Donc voilà, donc après on peut avoir donc différentes lignes, hein, entrée et sortie en cours de mois. Donc là c'est quand on rentre, mettons on rentre le 15 janvier, du 1er au 14 on n'a pas travaillé, donc il y a une déduction du salaire, c'est normal. Et sortie en cours de mois, pareil, hein, si on sort le 15 juillet, et du 16 au 30 on n'est pas payé, donc on a bien notre salaire de 4 000 euros et on a une déduction pour sortie en cours de mois parce qu'on n'a pas travaillé, c'est normal, on n'était plus en contrat. On va avoir des heures structurelles, donc là on va par exemple simuler des heures structurelles. Donc alors je pars sur le légal hein, parce que les conventions il y en a tellement qu'on peut pas voilà on peut pas distinguer chaque convention, on peut pas parler de toutes les conventions, donc on va vraiment parler que du légal. Donc là les heures structurelles, donc vous le voyez, elles sont à un taux de 25% du coup. Donc ce qui nous amène à un taux horaire de 26 374 multiplié par avec la majoration de 25%, ça nous fait 32 967.
Donc, en imaginant qu'il a des heures structurelles tous les mois qui sont récurrentes, on va dire qu'il a un contrat de 160 heures, au lieu de 151 heures, 167. Donc, ça nous fait 8 heures 333 en plus. Donc, ce qui veut dire que tous les mois, il aura 274 714 en plus des 4000 euros. Donc voilà. Alors là, c'est juste pour l'exemple, hein, on va pas le traiter, donc on va mettre 0, hein, pour les cotisations, etc. C'est juste pour vous parler de ces heures structurelles. On aura une prime d'ancienneté. Là, on peut mettre une éventuellement. Donc la prime d'ancienneté, on va dire que c'est 3% parce qu'il a 3 ans d'ancienneté. Et on va partir sur son salaire de base. Alors ça peut être des fois sur le salaire conventionnel minimum, le SMC, salaire minimum conventionnel, mais là on va partir sur le salaire de base. Donc tout est défini dans la convention collective de toute façon. Légalement, il n'y a pas d'obligation de prime d'ancienneté, etc. Mais sauf si c'est indiqué dans la convention collective. Donc on va dire que dans la convention collective, on part sur le salaire de base à 3% au-delà de 3 ans d'ancienneté. Donc voilà. Après, alors, dans le bloc du brut, alors on va retrouver tous les éléments du brut. On va retrouver quand il y a de la maladie, de l'absence pour maladie, par exemple. Donc en fonction du nombre de jours ou d'heures d'absence pour maladie, il y aura une déduction de son salaire, forcément, parce qu'il n'a pas été présent. À ça viendra se greffer les compléments employeurs taux 1, taux 2 pour le légal, donc je vous disais tout à l'heure 90% ou 66 pour le taux 2 au-delà du 30e jour. Voilà, donc ça sera le complément employeur. On peut retrouver des compléments santé prévoyance si en fait la prévoyance prend le relais à partir du moment où le complément employeur n'est plus de mise. Donc l'employeur a payé ce qu'il devait payer conventionnellement ou légalement par rapport à cette absence. Et l'assurance santé, la prévoyance, prend le relais à partir du moment où lui n'a plus à payer le complément. Alors c'est subrogé, hein. La prévoyance paye les versements et les indemnités à l'employeur et l'employeur les reverse aux salariés. Après, on va retrouver tout ce qui va être IGSS, donc indemnité journalière de la sécurité sociale. Donc en haut, ça sera du brut, donc ça sera subrogé ou non subrogé. Quoi qu'il arrive, on a un complément employeur. On va dire qu'il est à 100% pour simplifier le problème. Il gagne 4120 euros normalement, donc on va avoir une déduction de 4120 euros et on aura un paiement de, on va le simuler, hein, donc 23 jours pour ce mois de janvier, il y a 23 jours ouvrables. Donc 23 jours ouvrables, ça nous fait par jour 4120 euros divisé par 23 jours, ça nous fait 179 euros 130. S'il a été absent effectivement 23 jours, on est bien à moins 4120 euros. Donc là, il faut que je mette moins 23 par contre, parce que c'est de l'absence. Donc vous voyez, on est bien à zéro. L'employeur, il maintient conventionnellement à 100%, hein, on simplifie tout ça. Donc il maintient 23 jours au même taux du coup finalement. Hop. Donc il maintient 4120 euros. Mais à ça, on doit déduire les IGSS, c'est normal. Donc les IGSS, admettons, ils gagnent 50 euros, les indemnités, c'est 50 euros par jour. Donc là, si on parle en jour calendaire, au mois de janvier, il y a 31 jours. Donc il a été absent 31 jours calendaires à 50 euros. Ça nous fait moins 1150 euros. Donc vous voyez, le salaire brut, du coup, c'est 2570 euros. Sachant que si c'est pas subrogé, il aura les indemnités payées par la sécurité sociale. Si c'est subrogé, on retrouvera en bas du bulletin de salaire, dans les éléments nets, les IGSS nets. Donc avec un abattement de 6,7% concernant la CSG-CRDS, qui sont les IGSS est soumis uniquement à CSG-CRDS à 6,7%. Une partie des CSG-CRDS. Donc vous voyez, ce qui fait que ça nous donnera un montant brut à payer par l'employeur, un montant net, pardon. Il a déduit 1150 euros et il paye 1446 euros net de la sécurité sociale. Donc voilà. Donc là, on ne va pas simuler une maladie, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hop, c'était juste pour vous en faire part. On retrouvera également tout ce qui va être heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, ça peut être 110%, 125%, 150%. Voilà, ça va dépendre de la convention collective. S'il n'y a rien dans la convention collective, à ce moment-là, ce sera pour les temps pleins, 125% et 150%.
et pour les temps partiels, c'est 110%. Voilà, au-delà du tiers de un temps partiel, s'il fait 24 heures par semaine, il a le droit de faire, donc si on dit, c'est le tiers, donc si on divise par 3, ça fait, enfin c'est par mois, donc s'il fait 25 heures par mois, on divise par 3, 24 heures, on divise par 3, ça nous fait 8 heures, il a le droit maximum de faire 8 heures. Sachant que un dixième, ça sera à 110 et au-delà, ça sera 125%. On n'est pas là pour parler des détails. On peut retrouver des heures supplémentaires dans ce bulletin de salaire, dans le bulletin de salaire brut, dans le bloc du salaire brut. Donc là, avec les simulateurs, donc après on aura les absences pour congés payés, pareil, hein. Donc alors là, les absences pour congés payés, c'est différent. Les congés, on va retrouver soit des congés en ouvré, soit des congés en ouvrable. Si on est en ouvré, on acquiert 2,08, soit 25 jours par an, par mois 2,08. Si on est en ouvrable, 2,5, soit 30 par an. Mais quand on pose une semaine, quand on est en ouvré, c'est 5 jours. Quand on est en ouvrable, c'est une déduction de 6 jours. Donc voilà, et du coup, il y a un coefficient pour calculer cette absence ou ce maintien. Donc en ouvré, c'est 21,67 et en ouvrable, c'est 26. Donc il est absent, il a un salaire de 4 120 euros. Pour trouver le montant de son absence par jour de CP pris, on divisera par 26 si on est en ouvrable et 21,67 si on est en ouvré. Le maintien, c'est le même calcul, sauf que là, c'est pas de l'absence, c'est une indemnité, c'est un maintien de l'employeur parce qu'on acquiert des CP, donc l'employeur doit nous maintenir notre salaire, c'est normal. Et on aura un complément au dixième, donc là, pareil, je vais pas détailler, mais le complément au dixième, c'est grosso modo, c'est sur la période de référence, l'employé a obtenu un brut avec des éléments qui sont inclus et des éléments qui sont exclus, ça nous donne un montant brut sur la période de référence qu'on divise par le nombre de jours acquis, qu'on divise par 10, ça nous donne une valeur journalière au dixième. Et si cette valeur journalière au dixième est supérieure à la valorisation au maintien, à ce moment-là, il y aura un complément au dixième. Donc voilà. Après, il y a un tas de lignes. On peut retrouver 13e mois, on peut retrouver des primes de froid, des primes de salissure, enfin, un tas de lignes qu'on peut retrouver, des avantages en nature, etc. C'est vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lignes. Voilà, et toutes ces lignes cumulées vont nous additionner ou soustraire en fonction si c'est une absence, si c'est, voilà, ça va nous donner donc notre salaire brut qui, là, pour le cas, c'est 4 120 euros. Donc, pour le bloc 3, on va parler des cotisations et contributions sociales. Donc, alors là, alors je ne vais pas rentrer en détail dans tous les éléments. On va parler de certaines lignes, mais pas toutes. On passera certaines. Donc voilà. Donc, en gros, alors moi, je l'ai fait, il y a 6 colonnes. Euh, voilà, donc la première colonne, ça va être les intitulés de la cotisation. Donc voilà, vous voyez, il y a des blocs, hein, santé, retraite, accident du travail, la famille, l'assurance chômage, autres cotisations, CSG, CRDS. Donc là, dans la santé, on va retrouver la sécurité sociale, maladie, maternité, invalidité, décès. Donc là, c'est une cotisation obligatoire, hein, payée par le patron. Donc vous voyez, en première colonne, c'est les intitulés. Deuxième colonne, c'est la base. Donc sur quelle base on va payer cette cotisation. Après, on va retrouver le taux salarial qui lui est obligatoire. La part patronale, donc c'est la multiplication de la base et du taux. Donc ça donnera la part salariale de la cotisation. Et on retrouvera le taux patronal et la part patronale. Alors le taux, il n'est pas obligatoire, mais bon, la part patronale, elle doit être indiquée. Le taux n'est pas obligatoire, on peut le mettre, c'est quand même mieux, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Donc alors pour cette ligne, vous voyez, le salarié, il n'a pas de cotisation, lui, sauf en Alsace-Moselle où il aura une participation, mais dans tous les autres départements français, il n'y aura pas de cotisation pour le salarié pour cette ligne de sécurité sociale. Le patron, le taux de cotisation, c'est 13%. 13%, sachant qu'il peut avoir un abattement de 6%, ce qui amènera à 7% la cotisation. Et cet abattement, il a lieu si le salaire brut ne dépasse pas, alors c'était 2,5 avant, depuis 2025 c'est 2,25. Si le salaire brut ne dépasse pas 2,25 fois le SMIC,
à ce moment-là, il y aura un abattement de 6%, ce qui amènera la cotisation patronale sur cette cotisation à 7% au lieu de 13. Donc voilà. Alors après, on va voir tout ce qui va être complémentaire d'essai, donc tranche A, tranche B, tranche C ou tranche 1, tranche 2. Alors là, ça sera c'est des complémentaires, donc c'est pas obligatoire. Souvent, il y en a, mais c'est pas obligatoire. Et là, ça va être en fonction du contrat. Soit on va être sur des tranches A, B, C, soit on va être sur des tranches 1 et 2. Et on aura la complémentaire santé. Donc tout ce qui est tranche A, B, C, tranche 1, tranche 2, je referai une vidéo, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc voilà. Après, on aura le taux ATMP. Donc, le taux ATMP, alors là, il est défini par la CARSAT. C'est un taux en fonction du travail effectué, de l'emploi. Un maçon, il a plus de chances de se blesser qu'une entreprise de maçonnerie. Le maçon a plus de chances de se blesser que une secrétaire, une assistante de direction ou même le directeur lorsqu'il est dans son bureau. Voilà, donc le taux ne sera pas le même pour une assistante de direction et pour un chaudronnier. Forcément, il sera plus important pour un chaudronnier parce qu'il y a plus de chances qu'il se blesse. Donc il y aura une cotisation plus importante. C'est une cotisation patronale. Donc voilà. Après, on a la retraite. Donc la retraite, alors on va parler de plafonné et déplafonné. Donc, alors la plafonnée, ça va être limité au PMSS, plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est pour cette année 2025 de 3 925 euros. 3 925 euros. Donc à partir du moment où le salaire brut ne dépasse pas 3 925 euros, on est sur un taux salarial de 6,9% et 8,55% pour le patron. Et tout ce qui va dépasser, et après la déplafonnée, c'est sur le salaire entier. Donc là, si je prends par exemple la vieillesse plafonnée, pardon, donc je suis limité à 3 925 euros. Et la déplafonnée, c'est sur la totalité du salaire, donc 4 120 euros, notre salaire brut. Donc voilà. Après, on va parler de complémentaires tranche 1 et tranche 2. Et j'ai inclus la CSG, les CEG, parce qu'on peut faire comme ça. Alors là, pareil, hein, on va parler de tranches, ça va être défini par rapport au PMSS, donc le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc on sait que le plafond mensuel de la sécurité sociale, il est de 3 925. Donc là, on est limité sur la tranche 1 à 3 925 euros. Et ce qui va dépasser, donc le dépassement des 3 925 euros, ça sera donc 4 120 moins 3 925 euros. Donc là, ça sera la tranche 2, ça déclenchera la tranche 2. Donc si je fais donc 4 925 moins 3 925 qui sont déjà payés en tranche 1, il reste 195 euros. Donc les cotisations, les taux seront différents pour le salarié comme pour l'employeur. Et les cotisations, du coup, elles seront basées sur ces taux-là, sur cette base de tranche 2. Donc voilà, après on aura des supplémentaires, donc pareil, c'est contractuel, hein, donc avec l'assureur. Donc ça peut être sur la tranche A, B, C ou sur la tranche 1 et 2. Là, on ne va pas en mettre, hein, on n'est pas là pour ça, on ne va pas compliquer les choses, mais on peut avoir des supplémentaires pour notre retraite. Ensuite, on parlera de CET et d'APEC. Donc la CET, elle se déclenche à partir du moment où le salaire dépasse le PMSS, le plafond mensuel de la sécurité sociale, donc 3 925. Donc là, si vu que ça dépasse notre PMSS, excusez-moi, si ça dépasse le PMSS, ça déclenchera la CET. Donc la CET, donc là, vous voyez dans notre exemple, on est à 4 120 euros, donc quand on dépasse le PMSS, ça se déclenche. Donc la CET, par salarial 0,14%, par patronal 0,21%. Donc ici et ici. Donc ça nous donne pareil des cotisations. Et l'APEC, ça sera, alors là c'est limité à 8 PMSS, donc on ne peut pas dépasser les 3 925 x 8. À partir du moment où ça dépasse ce salaire, à ce moment-là c'est limité, donc c'est plafonné. Voilà, et l'APEC, ça se déclenche si c'est un statut cadre. Donc là, dans notre exemple, on va dire qu'il n'est pas cadre, hein, mais s'il était cadre, peu importe le salaire, là on parle plus de PMSS, on parle de statut. Donc là, il est cadre. Donc ça, s'il était cadre, ça déclencherait l'APEC, donc sur le salaire qui serait limité lui à 4 PMSS. Sur le salaire brut, 4100, donc là ça serait 4 120 euros.
avec des taux salariales 0,024% et 0,036 pour l'employé. Donc voilà. Après, on va parler d'allocation familiale. Alors l'allocation familiale, c'est comme pour la sécurité sociale, c'est sur le salaire de base et c'est le taux, c'est patronal, c'est 5,25. Et tout à l'heure, on parlait de 2,25 fois le SMIC. Là, c'est si le salaire ne dépasse pas 3,5 fois le SMIC, ce coup-ci, il y a un abattement de 1,8%. Donc là, c'est notre cas. Vous voyez, ça a déclenché un abattement de 1,8%, ce qui amène le taux de cotisation à 3,45, parce qu'un 25 moins 8, ça fait 3,45. Et d'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, ça ne s'est pas déclenché parce que le SMIC actuellement est de 1801 euros. Si je le multiplie par 2,25, ça nous fait 4052 euros. Et comme on gagne plus, on gagne 4120 euros. Du coup, ça n'a pas déclenché l'abattement de 6%. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, pour la famille, ben, je vous dis, c'est la même chose, sauf que pour la sécurité sociale, il ne faut pas que ça dépasse si ça ne dépasse pas 2,25 fois le SMIC, il y a un abattement. Pour la famille, si ça ne dépasse pas 3,5 fois le SMIC, il y a un abattement. Voilà. Après, on aura la cotisation chômage. Donc, la cotisation chômage, elle a un petit peu baissé cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. Avant, l'année dernière, elle était à 4,05. Là, depuis janvier 2025, elle est à 4%. La cotisation chômage. Et après, on doit ajouter l'AGS qui, lui, est à 0,25. Lui, n'a pas bougé. Donc, voilà. Et après, on aura tout ce qui est donc les autres cotisations et contributions patronales. Donc là, on va parler de FNAL. Ce sont des cotisations patronales en fonction de la situation géographique de l'entreprise, en fonction d'un tas de choses. On aura ces cotisations qui vont se déclencher. Ça reste patronal. Voilà. Et après, on va parler de CSG-CRDS. Donc là, la CSG-CRDS, ça va être une cotisation uniquement soumise aux salariés. Donc voilà. Donc la CSG, CRDS, alors elle se divise alors attendez, hop, excusez-moi, hop là, affiché, hop là, non, c'est celle-là, tac, voilà. Alors, on a la CSG non imposable qui, elle, est de 6,8%. Et on a la CSG CRDS qui est de 2,5%, mais en fait, qui est, elle, imposable. En fait, c'est la CSG à 2,4 et la CRDS à 0,5. Donc, 6,8, c'est non imposable et ça rentre pas dans le net fiscal. Et 2,5%, là, ça rentre dans l'impôt. Après, s'il y a des heures supplémentaires, si on simule des heures supplémentaires, on aura des réductions sur heures supplémentaires, aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Pour le salarié, c'est un taux de 11,31%. Donc, s'il a fait pour une valeur de 150 euros d'heures supplémentaires, on fera 150 euros multiplié par 11,31. Ça nous donnera un montant à déduire des cotisations salariales. Et l'employeur, c'est grosso modo 1,5 euros par le nombre d'heures, ce coup-ci, non pas par une valorisation, mais par une quantité d'heures. Ça sera 1,5 euros à déduire par le nombre d'heures. Ça, c'est pour les entreprises de moins de 20 salariés. Voilà. Et après, on aura pour le patron la réduction générale des cotisations patronales, donc c'est la réduction Fillon, hein. À partir du moment où le salaire ne dépasse pas 1,6 fois le SMIC, à ce moment-là, il y aura une réduction générale des cotisations patronales. Alors là, il y a zéro parce qu'on dépasse les 1,6 fois le SMIC. Donc voilà. Et après, on retrouve du coup automatiquement. Des fois, je vois sur des bulletins, on retrouve même pas ça, mais voilà, c'est indice. De toute façon, toutes ces lignes sont obligatoires, hein. La totalité des cotisations sociales salariales et patronales de l'autre côté. Voilà. En bloc 4, on parlera donc ce coup-ci des éléments non soumis à cotisation, des éléments de salaire non soumis à cotisation. Donc ça sera reprise des retenues pour les les reprises d'avantages en nature. On peut avoir un acompte qui a été demandé, du coup on va venir le ponctionner ici parce qu'il n'y a pas de raison que ces montants-là soient soumis à cotisation. Un avantage en nature, par exemple, un avantage en nature véhicule, on a l'avantage en nature véhicule, il est valorisé, admettons, à 250 euros. En haut, on va venir payer 250 euros pour que ce soit pour que ce soit soumis à cotisation.
En bas, on viendra déduire les 250 € qu'on a payés en haut, ce qui nous amènera à zéro. Et l'avantage en soi, ce sera le véhicule. Pareil pour le logement, pour les nouvelles technologies, pour les repas, etc. On peut avoir des remboursements de frais, l'hôtel, le restaurant, etc. Les tickets restaurants, les IGSS net s'il y a subrogation lors de maladie, etc. On va simuler une reprise, voilà, une retenue pour acompte, admettons, allez, il y a eu un acompte, donc allez, moins 1 de 500 €, voilà, ce qui nous fait moins 500, et on a un remboursement de frais, frais d'hôtel, restauration, etc. Allez, on va dire sur une journée, allez, 200 €. Voilà, ce qui fait qu'on a un cumul des montants non soumis à cotisation de moins 300 € finalement, parce qu'il y a eu, dû à cet acompte, on doit 300 € à notre employeur. Donc voilà, et en bloc 5, là ce coup-ci, on retrouvera donc les différents nets. Donc comme je vous le disais, il y aura le net fiscal, le net social, le net avant impôt et le net à payer. Donc alors le net fiscal, alors c'est un petit calcul, hein, on va le faire vite fait ensemble. Alors le net fiscal, ça correspond au salaire brut, moins les cotisations salariales, plus la réintégration, donc de ce que je vous disais tout à l'heure, de la CSG non imposable, elle n'est pas imposée, donc on la réintègre, moins et plus la part mutuelle de l'employeur. L'employeur, il paye une complémentaire santé au moins à 50%, c'est-à-dire vous avez une complémentaire employeur, elle est de 100 €, vous, d'ailleurs on va en mettre une, allez hop, 100 €, hop, et elle est prise en charge au moins à 50% par votre employeur, c'est le minimum, hein, ça peut être plus. Attention, parfois il y en a qui me disent comment ça se fait que moi je paye 75 € et mon employeur 50. Tout simplement parce que c'est juste sur la mutuelle de base. La mutuelle de base c'est 100 €, c'est 50-50, donc 50 € chacun, et vous payez 75 parce que vous avez pris des options. Donc cette option elle va valoir 25 € en plus parce que vous avez pris une option pour vos soins dentaires, vos soins optiques souvent. Donc voilà, c'est pas parce que le patron, vous payez plus que le patron ne respecte pas la règle. La règle, c'est sur la mutuelle de base. Donc voilà. Donc alors, je vous disais, le net fiscal, donc ça correspond au salaire brut, moins les cotisations salariales, plus la réintégration du non imposable, parce que ça a été déduit, donc il faut le remettre, et plus la part patronale. Donc là, les 50 € sur les 100 € qu'on a simulés, la part patronale mutuelle. Après, on va retrouver le net social, donc qui est ici. Donc le net social, ça va être le salaire brut. Alors là, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas le calculer et du coup, ça pose des problèmes au niveau de votre prime d'activité parce que c'est maintenant déclaré directement à la CAF par l'employeur. Et du coup, si le bon montant n'est pas déclaré, ça porte préjudice sur vos aides sociales, sur vos primes d'activité. Vous travaillez, vous avez le droit à une prime d'activité et du coup, elle est mal calculée parce que, donc là, c'est important de bien le calculer et de savoir le calculer. Donc, c'est le salaire brut moins les cotisations salariales, donc moins les 300 € des éléments du net et plus tous les éléments, toutes les parts patronales des éléments dits, on dit que c'est un avantage social, ce sont des avantages sociaux, donc sur les complémentaires et supplémentaires retraite. Donc c'est bien les complémentaires prévoyance pour votre santé et les supplémentaires retraite. Voilà, donc là on n'en a pas mis, ça n'a pas d'incidence sur le net social, mais on pourra en mettre, admettons, on va dire, allez, sur la tranche 1, du coup, limité au PMSS, 3 925 €. Le dépassement, donc, c'est 4 120 moins 3 925 € payés en tranche A. On a donc ça nous déclenche une tranche 2. On va dire 0,5% pour la tranche 1 salariée, 1% pour la tranche 2, et pareil pour l'employeur. Hop là, ça nous déclenche des cotisations. Et du coup, ces cotisations, elles vont être réintégrées dans le montant net social.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le même montant net social et le montant net à payer avant impôt. Donc voilà. Après, donc justement, on va parler de ce montant net à payer avant impôt. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. C'est le brut moins les cotisations sociales et moins les éléments nets. Donc voilà. Et plus les éléments nets, pardon. Moins 300 euros finalement. Donc on est bien d'accord. 4120 euros brut moins 940 euros de cotisations sociales et plus les moins 300 euros, donc moins 300 euros, ça nous donne 2879,42 euros avant impôt. Et après l'impôt, ça va correspondre au net fiscal multiplié par le taux DGFIP, le taux de l'impôt. Si vous n'intervenez pas sur votre interface du Trésor public, c'est un taux par rapport c'est des fourchettes hein, en fonction de votre salaire. Si vous touchez tant, ils estiment un taux, voilà, ils estiment un taux d'impôt et voilà, il sera défini comme ça. Après, vous pouvez aller directement sur votre interface et changer ce taux. Si vous savez que vous avez des biens immobiliers, des choses, enfin, voilà, vous pouvez même le mettre à zéro, vous faites ce que vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une régularisation du taux à la fin de l'année en fonction de vos revenus. Donc voilà. Et ben, ce taux, admettons, s'il est allez, on va mettre 2%, hop, ça nous fait 70 euros d'impôt. Donc on est bien d'accord que net avant impôt 2879,42 euros et le net à payer dans la poche dans votre poche, c'est le net avant impôt moins l'impôt. Donc 2879 moins 70, ça nous fait bien 2809. Donc voilà. Et après vous avez des éléments qui sont obligatoires comme bien indiquer au salarié qu'il doit conserver ce bulletin, etc. Voilà. Sur le site service public, de toute façon, il y a des explications de tout ça. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Je referai des vidéos pour détailler un peu plus, ne serait-ce que les tranches, la régularisation mensuelle progressive, etc. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Allez, très bonne fin de journée à vous. Au revoir.